Salut Kiki, c'est Manu aujourd'hui pour le deuxième épisode du démembrement de ce pirate T2M, BSD Racing, je sais pas quoi, Red Cat, Valkyrie, je sais pas quoi, et comme dit encore une marque british qui le fait. J'aimerais bien le trouver sous la marque BSD, mais c'est pas dit qu'il le fasse eux-mêmes, ou pas tout de suite du moins. Quoi qu'on trouve bien l'espèce de Red Cat Machete qu'on retrouve aussi chez T2M, qu'on retrouve aussi chez DF Racing sous le nom de Nero, le 1/6e, on le trouve aussi chez BSD. Après, il faut dire que les 1/6e sont, enfin, il y a tellement des primes, c'est pas les Chinois les moins chers, c'est les Allemands. Alors, on a déjà causé de ce qui est l'accès rapide, donc pour enlever l'électronique. 4 vis, super génial. Tu as le cerveau, le récepteur, les varures en moins. Ça, c'est un gros plus. 3 vis pour enlever le moteur, très facile aussi. Un peu plus long, mais pas compliqué d'enlever les cellules avant et arrière. Tu dois enlever devant et derrière les 2 vis qui sont dans les pare-chocs ici. Tu n'as pas besoin d'enlever ceux du bas, comme tu peux le constater ici. On constate aussi ici qu'on a encore une vis, là, tu vois, quelque part au milieu. Il faudra donc probablement séparer le petit bout du pare-choc ici, celui-ci. Regarde, c'est amovible, il y a une vis en dessous. Et ça, c'est malin, elle est planquée, elle ne peut pas se remplir de terre. Arma devrait prendre des notes, donc ça aussi. Le plastique, franchement, pour l'instant, inspire confiance. On a du nid d'abeille au centre ici pour renforcer. On a les côtés caisses qui renforcent. Et une fois donc que tu as enlevé, parce que je suis en train de te perdre, les 2 vis là, tu as 4 vis en dessous par cellule et 4 vis au centre. 5, il y en a une 5e ici. Et une 6e là, une 7e et une 8e. Donc 4 vis. 4 vis sur le châssis, 4 vis à l'arrière, 4 vis au centre. Donc 4, 8, 12, 16. Ok. La direction aussi. Il faut l'enlever 18. Mais quand tu enleves ces 18 vis, 22, puisqu'il faut enlever les 2 de chaque côté de la bavette encore. 4 pour les amortos, pour te simplifier la vie. Donc 26. Et 27, 28, 29, 30, 31, 32 vis à ôter pour enlever. Par contre, la globalité de la transmission. Hein, 32, donc 36. Pour sortir encore avec la boîte réception. Et là, tu as vraiment vidé ta caisse. Alors, 36 vis, tu as tous tes éléments comme ça, séparément posés partout. Tu as un joli bac à vis. Comme je te conseille de prendre une feuille, de noter où ça va, de planter la vis dans la feuille, ou un petit carton ou autre. Et aujourd'hui, nous allons causer, puisqu'on a parlé de l'accès global l'autre fois, alors on a un petit récap pour ceux qui ont raté l'épisode 1, allez le voir. Nous allons causer de ce qui se passe dans les porte-fusées. On va démonter pour ça l'avant, on n'a pas besoin de démonter un arrière. L'avant étant sur le papier le plus complexe, puisque nous avons la direction. Nous avons ici des vis axe de 4 mm, Obitech. Regarde comment on fait pour faire un truc de direction qui se barre pas. Pas comme sur le Rogue One. Il est vilain, Mani. Il est vilain, il est taquin. Il est taquin, il n'est pas vilain. On a ici aussi une grosse vis de ce genre pour maintenir l'hexagone en place. Comme tu peux constater, nous n'avons pas de clavette. Visiblement extérieure, comme c'est le cas en 1.8 souvent. Attention, cette vis, ce n'est qu'une vis M3, maintenue par du frein filet. Et nous avons ensuite un emmanchement sur cannelure. Oh purée, on dirait les mêmes cannelures que Arma. Un roulement ici de taille généreuse. C'est pas le plus gros, mais pour du indice, c'est déjà bien sympa. Après, c'est du indice XL, il est déjà un peu plus lourd. Donc c'est bien qu'on ait un roulement un peu plus balèze. Nous avons ici du 18 par 4 avec une troute de 12. Donc 12-18 par 4. Le moyeu est en plastique. Et nous avons à l'arrière, je ne sais pas si tu vois, je n'ai pas exprès démonter, une vis aussi, type, exactement comme chez Arma, qui maintient cette pièce en place. Pourquoi j'utilise ça? Ça, c'est des trucs génériques qu'on trouve facilement en mécanique. Ça n'a pas été fait exprès pour la bagnole.
juste à la longueur, exprès pour la bagnole, ça s'arrête là. Hein. Le roulement avant, lui, c'est vrai qu'on aurait bien aimé du 16 par 8 par 5. Si déjà, ça pèse le poids d'un buggy 1.8, ça fait sympa d'avoir les roulements aussi du buggy 1.8. On a par contre partout des roulements étanches, donc 14 par 4 par 7. Ça devrait suffire large pour l'utilisation qu'on fait de cette machine. L'écart entre les deux roulements permet de ne pas avoir sur les chocs trop d'effet de levier. C'est pas mal, c'est une technique qui est prouvée depuis longtemps. Et comme je te l'ai dit, tu feras gaffe, vu que c'est que du filetage de 3. Oh, il prend la pince multiprise. Oui, parce que j'ai pas l'intention de glisser. Et elle a des dents, et elle a une forme hexagonale centrale, regarde. Donc tu prends pile les coins et tu n'abîmes rien. D'accord? Quand tu fais l'entretien, tu t'assures avant de démonter que ça tourne bien. Si ça gratouille, ça va dur, tu sais que tes roulements vont mal. Ce qu'on va faire aussi, c'est absolument aller vérifier le serrage de ces vis. Je ne sais même pas si j'ai pas un tournevis aussi petit, moi. Même le Tamiya, il rentre pas. C'est quoi cette dinette? Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, comme tu as pu le constater, on en a perdu un et l'autre est déjà desserré. Donc ça, c'est un point à aller vérifier. Et on vérifiera s'il y a aussi du frein filet sur cette affaire. On va le faire. On va le faire quelque part ici. J'ai une boîte avec des tournevis tout rikiki. Ok. Je suis là aussi. Un 5. Où est-ce qu'il est mon 1,3? Purée, 1,3. Ça devrait être interdit de faire ça. Ouais, c'est un 3. Voilà, reste dans le stock, toi. Ça va assez dur. Donc, il y a du frein filet. Tu vois, ça sort pas tout seul. C'est ok. Alors attention, parce que devant, tu n'as pas de marge d'erreur. Tu vois que, comme la pièce est emprisonnée, si ça se barre, tu vas aller fraiser. Hein. Et regarde comme l'axe va loin. Il peut carrément rentrer bien ici dans la deuxième partie du plastique. Il n'est pas maintenu juste en bas. Donc ça aussi, c'est pas mal. Je suis content avec ça. Mettons maintenant le châssis de côté. Et apparemment aux vrais éléments. Toujours prendre un outil tout power. Non, c'est une copie Super U. Premièrement, le plus simple, checkons la suspecte. Alors, nous avons un petit jonc d'arrêt ici, très bien. On a des ressorts qui sont longs, qui ont un repère de couleur. Ça veut dire qu'on a des duretés différentes à disposition, entre l'avant et l'arrière. Et peut-être même un catalogue. À voir. Ressorts qui sont standards au 1/8. Ce qui fait qu'on pourra facilement, s'il n'y a rien de dispo chez eux, aller s'amuser à pimper le véhicule avec des ressorts autres. Ici, Kakapit. Il faudra voir parce qu'il reste un peu accroché quand même là-dessus. Hein. Cette cartouche-là, elle est énorme. Oh là là, la grosse cartouche. On va aller vérifier tout de suite ensemble. Et là, je vais prendre juste pour faire rager certains exprès l'outil. Quoi? Il a l'outil depuis toutes ces années? Le pouilleux! Et nous allons voir si... Alors déjà, ça tourne facile. Mais ça ne se dessert pas. La rotule est sertie sur la tige. Pas démontable. On ne se démonte pas en bas ici. Et le capuchon. Est-ce qu'il est démontable celui-là?
Ah la vache, c'est plus que du 17. On va le sortir par là. Alors, avant d'ouvrir, petit coup de brosse à dents. Et là, ah, ils ont fait ça, sympa. Le corps est entièrement lisse, donc c'est juste un tube fileté, pas con, hein. Pas con du tout. Regarde le joli sandwich pour les joints. C'est pas mal du tout. Mais il faut quand même que je te démonte la tête. As-tu trouvé la voie? Pour trouver la voie, il faut que je te coupe la tête. Tintin, le lotus bleu. Te desserre pas en bas, arrête de m'emmerder. Bouge pas. Ça va bien se passer. Je suis sûr il a pris la pince. Ouais, mais regarde, il n'y a pas de trace. Chape en plastique aussi. Et sphère en plastique. Chape en plastique, pardon, j'ai confondu sphère en plastique. Mais ils n'ont pas encore pris de jeu. C'est déjà mieux qu'Arma aussi, en diamètre aussi. Au bout, nous avons une membrane ridicule. Rikiki est dur comme du béton. Ça, c'est pas bien. Je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi elle sert cette membrane. Elle a plusieurs fonctions en fait, dans un amortisseur hydraulique du genre. Et nous arrivons bien totalement dans le vide. Et là, tu te dis, on tape. Mais, tu n'oublies pas qu'il y a une coupelle absolument énorme. Regarde. Et avec la coupelle, on est bien. Donc ça, c'est cool. Il y a juste un manque d'huile. Et pour ma part, je trouve que c'est un peu épais. Cette membrane est plus petite que le volume de la tige qui rentre. Je rappelle que pour calculer le volume d'un cylindre, longueur fois rayon fois pi. Il n'y avait pas encore un carré dans l'histoire, je ne sais plus. Tout ce volume rentre et s'ajoute au volume d'huile. Et cette membrane doit compenser ceci pour éviter d'avoir trop de pression dans l'amorto pour créer des fuites à l'embase ou à la tête, ou de la pression qui va, certains amortos de mauvaise qualité, les anciens Traxxas D3S, les nouveaux c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Je dirais comme ça à première vue que ceux-là sont mieux que les amortos Traxxas. Tu vas me dire, c'est pas compliqué de faire mieux que leur ferraille blanche de tige, et voilà, bref. Donc, trop de pression égale la tête qui s'arrache. Ensuite, cette membrane sert à quoi encore? Elle sert aussi à ne pas avoir d'air à l'intérieur. Tu remplis de l'air jusque sous la membrane. Alors, soit tu poses ta membrane et ensuite tu vises ton capuchon, mais après tu auras une petite pression d'air. Tu auras de l'air un peu comprimé entre la membrane et le capuchon. Ce que je préfère, c'est laisser la membrane au fond, visser délicatement le capuchon dessus, quand et si le constructeur a prévu quelque chose. Ici, nous n'avons ni vis de purge, nous n'avons non plus pas de rainure dans le filetage. Ici, il aurait dû faire une rainure qui permet, quand tu serres, ensuite tu commences à serrer, d'avoir la possibilité pour l'air de s'échapper. D'accord? Ensuite, tu mets ta tige où tu veux, généralement en moitié, c'est ce qu'on te conseille et qui va bien, c'est un réglage générique pas mal. Tu peux serrer doucement ici, et par cette rainure, l'excédent d'air et d'huile va s'échapper et tu vas avoir un amortisseur hydraulique complètement fermé, étanche, sans air, puisque c'est hydraulique et pas pneumatique. Et pas hydropneu non plus. Et de l'air dans l'huile, ça ne s'appelle pas un hydropneumatique, c'est toujours une fuite. Un hydropneumatique a une partie hydraulique et une partie pneumatique. Hein? Pas confondre. Donc cette membrane, quand la tige ensuite est complètement dehors, elle permet à l'amorto de travailler doucement dans les petites zones, puisqu'il n'y a pas de pression, c'est la membrane là-dedans, le vide d'air qui va travailler. Donc l'amorto peut travailler en axelle, quand les roues délestent, elle reste au sol et elle travaille dans les petits bumps, et après seulement tu rentres dans le vif du sujet. Donc ça, on va modifier au niveau des huiles. Je vais pour l'instant le fermer, pour pas en foutre partout.
Comme dit eux, ils ont fait un setup global parce qu'ils ont vu que beaucoup de gens sautent. Pump track, skatepark, tout ça, pour éviter de taper, ben, tu mets de l'huile plus dure. Ok. On va déglinguer un diff maintenant. Et on a de l'huile bien épaisse. Hein. Je serais tenté de dire qu'à l'arrière, ils ont mis moins épais qu'à l'avant. Mais je serais plutôt tenté de dire qu'ils ont fait 3 diffs identiques, ce qui est beaucoup moins cher pour les constructeurs. Qu'on comprend tout à fait. Ouh, le central, on dirait qu'il va plus dur. Ah non, le central est bien plus dur. Ok. Nous allons donc déglinguer lequel, hein, qu'on va pas avoir d'ennui à démonter. Celui-là, on va avoir un ennui. Hein, mais on peut le démonter par là-bas. Ok. Ah, de toute façon, il te fallait ton petit tournevis à la noix. Alors, il te faut un tournevis de 1,3. Regarde, ouh, c'est complètement desserré, pas bien. Le problème de ces petits BTR, si tu mets du frein filet trop fort et que ça coince, c'est que tu vas, avec un outil aussi ridicule, aller casser à l'intérieur. Donc c'est un peu compliqué. Si ça tient fort, pour pas forcer pareil, il faut chauffer. Ils ont eu la bonne idée de faire une tranchée ici dans l'axe, pour ne pas perdre facilement la pièce. Hein, mais ça arrive quand même. Une fois que tu as libéré le premier jonc, tu peux sortir le deuxième. Tu vois. Donc c'est un cylindre un peu plus gros dans lequel passe le deuxième cylindre. Et là, tu as ton carré, tout simplement. Là, tu as une vis. Là aussi, on va faire doucement. C'est serré fort. Beaucoup de frein filet. Ouh. Quand tu as du frein filet, tu reviens un peu sur tes pas, tu desserres un, tu resserres un demi, etc. Jusqu'à ce que ça aille facile. Ça te permet de dégager l'excédent de frein filet qui se répartisse un peu dans le filet. Parce que si tu le laisses et que tu forces, tu peux agglomérer cette partie du truc, et selon la vis ou le matériau de la pièce fixée, tu vas soit flinguer le filetage de la vis, soit le filetage dans la matière, soit la pièce. Donc tu fais gaffe. Alors, là, nous avons déjà enlevé les deux vis. C'est celle que tu as balancée dans le bac mani qu'il ne fallait pas balancer parce que c'était des vis qui venaient de là. Tu vas me les redonner tout de suite. Voilà. Donc il y a 3 vis à enlever. Et tu n'es pas obligé d'enlever les deux côtés pour ouvrir le diff. Tu seras obligé d'enlever les deux côtés si tu veux sortir le diff complètement et faire quelque chose. Ici, on va laisser ça monter comme c'est et on va travailler par là. D'accord? Parce que celui-là, on n'est pas prêt de le sortir, je te le dis. Là, on a des roulements de tailles différentes. Des tout petits, ça c'est standard. Enfin, c'est déjà gros pour du indice, mais dans les S, c'est indice, c'est relativement standard, ce type de roulement. Et on va aller ouvrir le diff. C'est pas serré très fort. Mais c'est resté étanche, t'as vu. Et nous avons ici un diff standard, planétaire et satellite. Hein, pas de rouleau comme chez Arma. Traxxas fait les deux systèmes, chacun sa sauce. Le niveau d'huile, là, la plupart des gens ouvrent et le premier truc qu'ils font, c'est faire un titre. Ouais, il n'y a pas d'huile dans mon machin. Il y en a plein. C'est juste qu'elle n'a pas encore coulé au fond. Laisse-le faire, ça va couler au fond. Il y en a et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 tonnes de liquide là-dedans. Hein. Ça sert à rien, à part généralement foutre le camp partout. Donc c'est pas mal. On va sortir maintenant un de ceux-là. Il sort pas comme ça. Tiens, tiens, tiens. Ok. Alors ils ont fait comme une noix de 1,8.
C'est-à-dire que sous le planétaire, regarde, on a un petit axe. Ils n'ont pas fait une pièce unique. Ils l'ont fait en 2 parties. À mon avis, ils ont dû piocher dans leur catalogue de pièces qu'ils avaient déjà. Ce qui est sympa, c'est la taille des pièces, même si c'est pas la meilleure ferraille. Tu fais attention quand tu fais ça de ne pas abîmer la portée du joint ou autre. Hein. Ici, tu as l'axe, tu vois qu'il y a plein de cette graisse partout. Ça, je t'ai dit, il ne faut pas paniquer si tu ne vois pas qu'il y a tout de suite la moitié du niveau dans le diff, puisque évidemment, tout ce que tu mets dedans va se balader. On sort l'axe, qui est aussi typique d'une taille 1/8. Et on sort la noix, qui est complètement lisse, qui n'a pas la moindre graisse sur elle, ni fluide de lubrification, rien du tout. C'est du plastique. Non. Alors ici, on a une rondelle ferraille, mais celle-là doit couvrir que le joint. Voilà. On est bien 100% dans le plastique. Ça, je suis pas fan. Il devrait y avoir une gorge ici de lubrification et au moins du lubrifiant entre. Puisque dans le plastique, ça va chauffer si tu enchaînes les packs. Et tu vas ovaliser la sortie ici. Après, si les matériaux sont bons, ça tient. Hein. Je traque ça, c'est principe aussi, ça tient aussi. Hein. Les satellites, regarde, sont montés sur des petites cages séparées en plus. C'est pas mal, le croisillon a l'air d'être en une pièce. C'est aussi un croisillon juste en fond d'alu ou quelque chose, regarde. C'est du pas cher, mais efficace. Est-ce que tu es en plastique? Non. C'est de la ferraille. Ok. Donc, tout ça, ça me plaît. Maintenant, voyons voir le centre. Au centre, ça c'est vers le châssis, là il y a le moteur. Regarde déjà toute la terre qui est rentrée dans cette couronne plastique. Elle est fourrée de terre. C'est pas cool du tout. Donc je t'invite vraiment à acheter un filet de protection pour cette gamme de véhicules. Ça sera vraiment nécessaire pour éviter les ennuis. Ça va causer une destruction, enfin une usure plus rapide des éléments mécaniques de la transmission primaire. Et maintenant, on va voir quelque chose, puisque un abonné m'a dit que, m'a demandé si le corps du diff central était aussi en ferraille, parce que apparemment chez Red Cat, c'est de la ferraille. Alors ce qui se passe, regarde, c'est que c'est pas de la ferraille, c'est un plastique d'une autre couleur. Donc ce qui veut dire qu'ils ont utilisé autre chose comme matériau là-dessus aussi. Ça c'est déjà incrusté dans le plastique, regarde. La brosse à dents soft suffit pas, il faut passer à la brosse à dents dure. Et là tu vas me dire, hey, les brosses à dents dures ça n'existe plus en France, t'as trouvé ça où? Bah chez les Chinois. Il y a des morceaux croisés partout, regarde, ça s'est mis dedans. Donc ça c'est pas cool. Je suis pas fan. On va pas l'ouvrir parce qu'au niveau dureté on est content. Je vais par contre le nettoyer. Et on fera le nécessaire avec un filet pour empêcher ça. Hein. Voilà. On a tout déglingo. On va voir si le bruit... Ouais, il vient de là. Tu vois? Ça, c'est un entre-dents trop serré. Et la couronne était un peu voilée. Ça le fait pas. Ça le fait. Fait pas, fait pas, fait. C'est pas la peine d'aller mettre une rondelle, puisque regarde, il ne bouge pas. Le diff n'a aucun jeu. C'est du plastique. Ça va se faire tout seul. Ça fait du bruit, ça chauffe un peu au début, et puis au bout de, je pense que 4, 5, 10 packs, à mon avis, ça sera bon. On va laisser l'huile de diff avant comme elle est, parce que ça me plaît. Et l'arrière, je vais juste l'assouplir. Est-ce que je vais en profiter pour faire ça?
Non. Si jamais le BTR là-dedans est cassé, tu ne peux pas chauffer réellement puisque tu as le plastique ici qui va péter. Tu seras obligé de le sortir, donc de caler cette pièce dans une douille qui fait juste un peu plus grand que l'axe et d'aller dessus. Alors d'abord sortir celle-là, il faudra sortir celle-là au chasse-goupille au marteau et ensuite tu pourras sortir celle-là facilement. C'est là que ça va forcer en fait, parce que tu vas devoir forcer à travers le BTR et comme tu l'as vu, il y a une cannelure, donc ça va être compliqué si ça casse. Comme ça dedans, après il faudra choisir entre la pièce à sacrifier. Tu vas voir ce que tu peux avoir en pièces détachées. Je pense, alors, le cardan c'est sûrement, je sais pas si on peut avoir que les cardans entiers ou que des articulations. Si tu peux avoir que des petits bouts des cardans, c'est top, parce que du coup tu déglingues un des deux plastocs, tu coupes vite dedans, tu dégages ça et puis c'est fait. Moi je vais juste le faire propre avec la disqueuse, que ce soit bien à plat. Et on continuera les essais comme il est, parce que ça me va à niveau perf. J'aime bien la réaction du variateur. Les pneus, c'est un peu light, c'est vrai. Mais ça fait le taf. Ils sont super légers en fait. Tu feras gaffe évidemment si tu changes les roues. C'est des Exact 17, il y en a plein qui vont mettre des autres roues. Mais attention, les roues, de ne pas prendre des trop lourdes. Je ne peux pas encore te dire, je ne sais pas ce qu'arrive à tenir ces cardans en stress. Je peux pas te dire non plus là tout de suite, oui, on pourra peut-être adopter des cardans plus balèzes de Arma 4S ou autre sur les sorties. Ce serait des choses à tester un petit peu, à voir. Ça, on le fera en cas de casse, et si tout va bien, nous n'aurons pas de casse, et on sera content de la bécane. Donc je vous le rappelle, ne soyez pas trop crédules avec les marques. Quand ils sortent un modèle, allez voir un petit peu les photos sur le net de ce qu'il existe. Faites un peu le tour des marques, des autres importateurs surtout, des rebadgers, puisque les marques en elles-mêmes, bon, Traxxas, ils font du truc Traxxas, Arma, ils font Arma, etc., etc. Mais ensuite, il y a des machines BSD Racing, FS Racing, ZD Racing, ça c'est que des machins Racing. Ce sont 3 marques qui sont rebadgées, c'est des marques entrée de gamme. Ça va vraiment du bas de gamme au moyen de gamme, qui sont rebadgées à toutes les sauces. Il y en a toujours un des rebadgers qui a un prix plus intéressant et c'est pas toujours les mêmes sur les mêmes modèles. Donc il faut jongler un petit peu, voir tes dispos, va voir aussi le prix des pièces, la dispo des pièces. Il y a des rebadgers qui se font le travail de donner une référence complètement nouvelle et il y en a qui gardent la référence d'origine BSD Racing. Donc quand tu vas taper la référence, tu vas trouver les pièces annexes BSD, DF Racing, etc., etc., etc. Il y a des possibilités. Souvent, comme ces machines ne sont pas très répandues, il n'y a pas d'équipementier qui fait des pièces renforcées. Mais comme elles sont disponibles chez 3-4 rebadgers en général, tu trouves facilement les pièces. Et ça c'est cool, il y a aussi toujours un des rebadgers qui va être moins cher sur les pièces ou autres. On va checker ça, j'ai besoin de vous là. Il y a des gens qui sont super calés sur le papier, ils n'ont rien en main, mais ils sont bons sur le papier parce qu'ils ont passé leur temps à écumer le net, à se renseigner sur tout, à ouvrir les PDF, à regarder les machins, à se renseigner, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ces gens-là sont utiles. Tu vois, il y a ceux sur le papier sont utiles à ceux qui ont les mains dedans, et l'inverse aussi. Donc les gars, allez voir Red 4 Racing, BSD Racing, T2M et DF Racing. L'autre, je me souviens vraiment plus de la marque. Allez voir un peu le prix des pièces et allez voir les specs, si ce diff est vraiment en ferraille ou si c'est juste une impression parce qu'il est en plastique que certains ont cru que c'était de la ferraille. Moi, je ne suis pas encore allé voir. Je compte sur vous. J'aime bien quand on fait ça ensemble, tranquille, dans les commentaires. Et allez voir un peu les prix et donnez-moi des exemples de prix. Allez voir aussi les combos. Donc il y a un abonné qui m'a dit que le Red 4 a un 3670 2000 quelque chose KV, et non pas le 2008 en 3660 comme T2M. Comme dit, moi je trouve que c'est une solution cool parce que les 3S sont très abordables, c'est pas trop lourd et vous avez vu que la machine côté perf ça suffit. Ce qui est dommage, c'est le prix T2M. Alors on le trouve entre 380 et 440 euros. Donc faites un peu gaffe où vous l'achetez, demandez d'abord. Parce que là, on est quand même dans une gamme de prix de Arma Nero Big Rock. Moi, je l'appelle le Big Rock parce que le Nero avait une carreau moche et ensuite est arrivé le Big Rock avec sa carreau crookable. Donc, toutes les choses qui ont monté la carreau crookable, pour moi, c'est des Big Rock et pas des Nero. Là. Et je crois que c'est d'ailleurs comme ça aussi. De toute façon, ils n'appellent pas ça les Nero. On s'en fout. J'ai raison et tu as tort.
C'est pour rire, bien sûr. Et bon, la gamme Traxxas, ça va parce qu'ils ils volent au-dessus à 400, 480, 520. Enfin, 4S, le Yato, c'est même pas les 520, c'est pire. Et le Os, il n'est pas en 4S, et les Stampede ne sont pas en 4S non plus. Le moteur, il peut aussi, c'est pareil. Mais bref, pour moi, ces engins devraient se trouver dans une gamme de prix entre 300 et 350 et pas dans la gamme au-dessus. Surtout que on a la carrosserie la plus faible de toute la gamme, honnêtement. On n'a pas d'arceau, on n'a rien pour protéger. Et le reste, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rouler pour voir. Je suis très content. On a un abonné qui l'a depuis 1 an. Je compte sur toi pour continuer à nous donner des retours d'expérience, les autres aussi, si vous en avez, de ce qui se passe. Il lui est rien arrivé à part 2 petites casses dues à des accidents. Et ça c'est plaisant à entendre. C'est bon signe. Ce que beaucoup m'ont dit, ah, pourquoi acheter le T2M si le Arma est au même prix ou à peine plus cher, et c'est vrai que c'est quand même du matos 2 fois plus balèze. Et ben, ce qui fait que certains vont acheter T2M, c'est parce qu'il y a le tampon bleu, blanc, rouge sur la boîte. Hein, on va leur dire c'est français, etc. On a le SAV T2M qui est français, qui effectivement est proche, contrairement à si tu vas l'acheter à l'étranger. Parce qu'Horizon Hobby, on sait que le SAV, si c'est pas les boutiques qui assurent, c'est pas Horizon Hobby qui assure eux-mêmes, hein, ils s'en foutent. Heureusement qu'on a des boutiques comme RC Fast Cars et tous les autres qui nous vendent du Arma, Hobbyco aussi, qui sont là pour le SAV. Hein. Donc, T2M, SAV français, disponible, c'est chez nous à Folquemont. C'est disponible dans plein de jouets clubs, puisqu'il y a un contrat entre jouets club et T2M pour la fourniture de matériel. Donc ils ont Tamiya et T2M. Si les patrons des jouets clubs en question ont envie de faire un rayon de modisme, ils ont le droit de prendre les marques qu'ils veulent et de se débrouiller eux-mêmes avec les marques pour faire leur rayon de modisme. C'est le cas du jouet club de Sirens et de, bien sûr, JJM Store, qui ont un magasin de modisme énorme à l'intérieur du jouet club. Où tu peux avoir vraiment un tas de choses. Hein. Ça va de FG, T2M, Tamiya, Arma, Traxxas, tout. D'accord? Et la dispo des pièces. Les gens vont aller à la boutique physique, vont avoir ça sous la main peut-être plus facilement que d'autres. Heureusement que les boutiques commencent à refleurir un peu partout, pour notre plus grand plaisir évidemment, parce que tout commander sur le net c'est bien, parce que c'est peut-être un peu moins cher, mais après derrière, tu n'as pas de SAV, et si tu es lié à une expédition hors garantie pour un SAV, eh ben ça te coûte un envoi aller-retour par la poste, ça va être dans les 50-60 balles pour une machine entière si tu as un problème à faire en SAV. Donc, ta boutique qui va te vendre ta machine 20 € plus cher ou 30 € plus cher, tu vas vite te rendre compte que si tu ne peux pas réparer toi-même, ça t'aurait coûté moins cher d'aller dans la boutique à côté, de payer un peu plus cher et de laisser le gars de la boutique te filer un coup de patte pour le faire. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis très vite. Moi, je vais peut-être pas remonter ça tout de suite, on va le laisser là déposer comme ça. On va s'attaquer aussi au Bigfoot. Aussi le déglinguer celui-là. Après, j'ai l'Arlo Rally à faire. Le PR SC201 à monter complet, puisque j'ai reçu ma carreau. Des engins tombola à préparer. Et entre-temps, on a découvert une petite fuite d'eau sur la pompe à eau de la Renault Clio. Donc, j'ai distri pompe à eau. Au passage, révision générale à faire et pré-contrôle technique sur la Clio. Donc, s'il n'y a pas de vidéo, c'est parce que je suis dans le garage en train de travailler sur les grosses bagnoles. Parce que dans la foulée, il serait peut-être temps de faire aussi celle de la Nopel. Quoique là-bas, j'attends que ça explose, en fait, je m'en fous. Mais non, on va peut-être tout faire à la fois. Et il est potentiellement possible que vous manquiez certaines vidéos, ou même une semaine entière, si je suis plongé à fond dans la méca. Parce que ce qui va se passer, c'est que si les voisins vont me voir faire la méca de la Clio et de la truc, ils vont arriver à la queue leu pour que je leur fasse leur bagnole. Parce qu'ils savent à qui en faire. Et là, j'oublie des fois des vis. Je fais le con, c'est sûr. Mais en mécanique auto, on rigole pas, parce qu'il y a des gens à bord, tu mets des gens en danger. Dans la RC, surtout sur les miennes, s'il manque une vis, c'est pas grave. Oh, la roue est partie. Ah non, c'est tous les cieux. Oh, j'ai oublié les 2 axes. Salut les gars.